Nous sommes avec Marie-Charlotte Calafa, vous représentez le MUCEM, c'est bien ça? Tout à fait. C'est quoi le MUCEM? Alors le MUCEM, c'est le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée qui a ouvert à Marseille en 2013, année de Marseille, capitale européenne de la culture. Donc un nouveau bâtiment sur le Vieux-Port avec plusieurs espaces d'exposition et un fond questionnant en fait l'art populaire dans une dynamique de musée de société. Alors vous avez notamment créé une exposition dédiée aux romans photos. J'avais un petit peu peur en venant ici, je me retrouvais devant un truc complètement kitsch, mais je me trompe. Alors, effectivement, donc c'est une exposition qui a eu lieu au MUCEM en 2017, dont on a fait le commissariat avec Frédéric Deschamps et qui visait aussi à questionner ce moyen d'expression qu'est le roman photo pour essayer de lui redonner un peu des lettres de noblesse. C'est un genre qui a été beaucoup méprisé, très peu étudié, qui n'avait jamais fait l'objet d'exposition. Donc on avait un peu les mains libres pour essayer de réfléchir à comment traduire toute cette histoire que peut traduire le roman photo. Quand je dis toute cette histoire, c'est-à-dire que c'est un genre qui apparaît en Italie en 1947, qui part partout, qui a un succès exceptionnel, qui pose beaucoup de questions de savoir-faire et d'artisanat dans le cadre d'une industrie culturelle de masse, parce qu'on arrive dans les années 60 à plus d'1 million de lecteurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on y lit des choses relatives au questionnement de la société? Quelle est la place de la femme là-dedans? Et surtout, de se rendre compte que le roman photo n'est pas mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore du roman photo partout, dans des publications comme Nous Deux, qui sont des magazines qui vendent à 250 000 exemplaires par semaine. C'est énorme. Donc, il y a encore un lectorat. Donc, il fallait traduire ça de manière vivante. Mais pas que dans ce côté kitsch, genre à l'eau de rose, bien que c'est comme ça qu'il soit né, mais aussi dans toute la diversité qui a exploité cette forme. Et alors ça va être le genre comique, satirique, avec Harakiri, Coluche, le professeur Choron, Fluide glacial, etc. Ça va être aussi l'érotico noir, satanique, killing, jusqu'au porno. On a ce petit cabinet. Ça va être aussi des intellectuels, les situationnistes dans les années 60 qui vont dire on va utiliser cette forme à des fins politiques, de revendication révolutionnaire, etc. Et esthétique avec un boom quand Chris Marker fait La Jetée. Il sous-titre ça, non pas roman photo, mais photoroman. Et en fait, va redonner ses lettres de noblesse en passant principalement par le média photographique, en s'inspirant finalement de cette forme du roman photo, mais pour en faire quelque chose de beaucoup plus esthétisant. Et ça va devenir de très belles publications, très beaux travaux qui, du coup, donnent lieu vraiment à cette fin de parcours d'exposition qui nous fait voyager de Dwayne Michaels à Monori, à Beryl Marquise, etc. etc. Alors, il y a aussi des petits documentaires qu'on peut découvrir ici au musée de la photo dans le cadre de ce document. Il y a notamment le roman photo en théâtre de rue. C'est extraordinaire ce truc. C'est quoi exactement? Alors, en fait, c'est la Compagnie Royale de Luxe, qui est une compagnie de théâtre nantaise, qui a eu l'idée dans les années 80 de faire un spectacle qui correspond à un tournage de roman photo. Ça s'appelle Parfum d'amnésium. Et ils vont le tourner plus de 260 fois dans 22 pays, donc ça va être un succès énorme. Et avec beaucoup d'intelligence, ils vont utiliser tous les codes du roman photo. Là, on va entendre photo, 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 photo. C'est-à-dire qu'on suit ce tournage qui s'accélère avec des enjeux de cadrage, d'émotion, etc. et qui va s'emballer complètement et ça va finir en véritable bain de sang. Et ce qui est intéressant dans le film qu'on donne à voir de ce spectacle, c'est que justement, on est là à Moscou en 87 et on voit tous les spectateurs regarder ce spectacle, s'en amuser. Ça rit vraiment aux éclats, mais aussi des gens qui ont peur, qui se cachent, qui se cachent les yeux, etc. Parce que ça devient effectivement terrible, mais il y a beaucoup d'amusement. Et ce que je trouve du coup très intéressant, c'est ces émotions. Parce qu'en fait, ils ont su traduire en spectacle de rue tout ce que peut produire une lecture de roman photo. Parce qu'il y a du rêve, parce qu'il y a beaucoup d'amusement, mais parce qu'il y a aussi du drame. Alors, ce qui est quand même étonnant dans ce spectacle, c'est que la langue, finalement, est secondaire, parce que c'est à Moscou, ils ne comprennent pas nécessairement le français, et ça passe. Exactement, et ça aussi, c'est un des éléments très importants de l'histoire du roman photo, parce qu'on sait que beaucoup de personnes qui ne savaient pas lire, lisaient
été lectrice de romans photos. Et notamment, on a récolté des témoignages de femmes immigrées italiennes, portugaises, espagnoles, etc., qui ont appris finalement la langue à travers le roman photo, parce que c'est une forme très efficace. Donc effectivement, quand on traduit son spectacle, peu importe si on n'a pas le langage, comme finalement peu importe si l'image est efficace, on n'a pas besoin toujours des bulles et des phylactères pour comprendre en gros l'histoire de la narration d'un roman photo. C'est un peu la bande dessinée mais en photo, non ? Alors oui, et c'est intéressant ce que vous dites parce que justement au début de l'exposition, en fait on s'est attaché à questionner qui étaient les formes précédant le roman photo, dans ses origines, qui avaient aussi amené au roman photo. Et c'est comme ça qu'on commence par l'imagerie d'Épinal, qui est effectivement, finalement, un des premiers ancêtres de la BD, quand vers 1860, on commence à faire ça sous forme de cases, dans des histoires amoureuses un peu burlesques. On a également effectivement la bande dessinée. Ce qui est très intéressant, c'est que par exemple dans les années 40, juste avant l'arrivée du roman photo en Italie en 47, il y a les comics américains qui débarquent en Europe et c'est un succès incroyable. Mais en Italie, il y a un refus d'importer les comics en fait, donc américains. Et ils vont pousser des dessinateurs à travailler en fait d'autres formes. Et c'est comme ça que va naître le roman dessiné, qui est une forme très très proche du roman photo, qui va côtoyer dans les mêmes magazines d'ailleurs une fois que le roman photo sera apparu, ces productions qui sont aussi des à suivre. Et ce qui est intéressant dans le roman dessiné, c'est qu'on est sur le même type de narration. Les dessins ont une forme de souplesse que n'a pas toujours la photographie, mais surtout, on y voit des sosies de stars d'Hollywood. Et en fait, il y a un vrai lien entre le cinéma et le roman photo. Oui, d'ailleurs, on voit notamment, il y a là un roman photo avec Audrey Hepburn. Alors oui, et puis il y en a une des très grandes qui a fait du roman photo, c'est Sophia Loren. Sophia Lazzaro. Exactement, qui s'appelait à l'époque Sophia Lazzaro, qui a fait 5 romans photos, elle avait 16 ans. Et qui est devenue une véritable star. Et ce qui est intéressant avec le cas de Sophia Loren, c'est donc qu'elle a été rendue populaire par le roman photo, et ça s'est traduit parfaitement par un documentaire de 49 de Antonioni. On ne sait pas trop qui il a fait des documentaires, mais il en a fait un de 10 minutes sur le roman photo, où il va montrer comment ce phénomène de société est incroyable, et surtout le rapport que les lecteurs et lectrices entretiennent avec les comédiens ou les comédiennes des romans photos, parce que c'est des véritables stars. Et donc, quand Sophia Loren va commencer dans le magazine Sogno, finalement, elle va être happée par le monde du cinéma. Et on va voir dans le dernier numéro, le cinéma nous a volé notre star de roman photo. Mais après, le même magazine va s'amuser en disant qui sera la prochaine Sophia Loren. Ils vont appeler ces lectrices à candidater pour être comédiennes, même dans les romans photos. Et donc, forcément, il y a un rapport de projection des lectrices vers ces histoires, parce qu'il y a ce travail qui est fait vraiment par les réalisateurs, par les magazines eux-mêmes, pour vendre du rêve. Alors, ce qui est aussi étonnant, mais ça on en trouve un peu partout, c'est notamment des films qui étaient retranscrits en roman photo. Exactement, et ça c'est le ciné-roman. Et le ciné-roman, le premier qu'on connaît, il date de 1915, et c'est Les Mystères de New York. Et en fait, Les Mystères de New York, c'est un serial américain, donc par épisode. Et il y a un éditeur français qui s'appelle Talendier qui va avoir une idée incroyable de publier en fait finalement ce serial américain en utilisant les photogrammes du film, en racontant l'histoire à côté. Et ça va être un succès de publication énorme. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un peu comme l'ancêtre du DVD. C'est sans doute des gens qui ont vu le film, qui vont garder mémoire de leur film par le biais de ces publications. C'est aussi des publications qu'on va voir apparaître dans les journaux, dans les quotidiens, qui vont aussi alimenter une lecture qui est hachée jour par jour. Mais c'est aussi un succès énorme dans les campagnes où il n'y a pas de salle de cinéma. Donc c'est une forme de substitut au cinéma. Et en gros, le ciné-roman, quand le roman photo va apparaître, donc bien plusieurs années après, va prendre exactement la même forme. Il va faire disparaître le texte.
de plus en plus et va l'exploiter sous forme de bulles. Et c'est comme ça que dans l'expo, on a un petit bijou qui est l'œuvre d'un photographe de plateau qui s'appelle Raymond Cochetier, qui était photographe de films, plusieurs films de la Nouvelle Vague, dont Godard, dont À bout de souffle, et qui a eu cette idée 10 ans après le tournage d'en faire un ciné-roman qui paraît dans Le Parisien libéré. Et il réexploite ces photographies de plateau. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on est sur une forme de ciné-roman où en plus, pour les amateurs de ce film, on n'a pas les mêmes angles que la caméra parce que c'est l'œil du photographe. Et l'histoire, en plus d'À bout de souffle, est effectivement retravaillée et adaptée pour s'adapter à la forme du à suivre. Et donc ce qu'on présente là, c'est carrément les maquettes originales, voire même la plaque d'impression jusqu'à la publication. Donc en plus, ça donne aussi une image de qu'est-ce que c'est que matériellement faire une maquette originale d'un roman photo et comment on en arrive à la publication finale.